council meeting, the City of Montreal held a presentation and public consultation for its roadmap for circular economy. The goal of the meeting was to present the roadmap to the public and consult them on how the administration could improve its plans in the works. To hear more about Montreal's plan for circular economy, stay tuned for the whole council. Bonsoir, je vous invite à prendre place. Nous allons bientôt commencer la séance. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion du lancement de cette consultation publique portant sur la feuille de route montréalaise en économie circulaire. Avant de poursuivre, je tiens à souligner que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Mohawk de son hospitalité sur ce territoire non cédé. L'objectif de la consultation que nous lançons ce soir et qui se poursuivra tout au long de l'hiver et du printemps est de recueillir votre point de vue sur la feuille de route montréalaise en économie circulaire et de vous entendre sur ce qui pourrait être fait pour la bonifier ou pour mieux l'adapter à vos besoins. Je me présente, je suis Kayla Monroe, conseillère d'arrondissement à Verdun et présidente de cette commission. J'invite les membres de la commission qui siègent à mes côtés à se présenter à tour de rôle, en commençant par notre vice-président. Benoît Langevin, conseiller de ville pour le district de Bois-de-Liesse. Michelle Flannery, conseillère d'arrondissement à La Chine. Marc-Claude Barry, conseillère d'arrondissement à Pointe-aux-Trembles. Julien Nouratel, conseiller de ville pour Tétroville à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Bonsoir à toutes et à tous. Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans le district de Aymar-Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Bienvenue. Excusez-moi. Alors, bonsoir. Josée Troillo, conseillère d'arrondissement à La Salle. Bonsoir, c'est Angela Gentile, conseillère d'arrondissement de Saint-Léonard. Merci. Je vous prie d'excuser l'absence de Mme Anne Saint-Laurent, mairesse de la ville de Montréal-Est, et de M. François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, et enfin de M. Peter Malouf, maire de la ville de Montréal, qui sont membres de la commission, mais qui ne pouvaient pas être des nôtres ce soir. Je souhaite la bienvenue aux personnes ressources du service de développement économique qui ont préparé le projet qui vous sera présenté ce soir. Ce sont M. Dieudonné Ella Oyono, directeur par intérim de la direction de la mise en valeur des pôles économiques, M. Daniel Mathieu, chef de division par intérim développement du territoire, Mme Natacha Beauchesne, commissaire au développement économique, M. Yanis Voustad, également commissaire au développement économique. Merci à toutes et tous pour votre présence. Est également parmi nous M. Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal. L'Assemblée de ce soir constitue la première étape du processus de consultation, soit l'étape d'information. Ainsi, nous vous présenterons d'abord le projet de feuille de route montréalaise en économie circulaire et ensuite toutes les manières de participer à la consultation publique. Après cette présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions d'éclaircissement ou encore de formuler vos premiers commentaires. Si vous nous écoutez grâce à la web diffusion, remplissez le formulaire sur la page de la consultation à l'adresse ville.montréal.qc.ca/économie circulaire. Économie circulaire avec un trait d'union. Plusieurs d'entre vous ont déjà transmis leurs questions et nous vous en remercions. Pour les autres, j'expliquerai en détail tout à l'heure comment procéder. Nous devons maintenant adopter l'ordre du jour de cette Assemblée qui suit le déroulement suivant, soit la présentation du projet de consultation, suivie d'une période de questions du public et enfin une période de questions et de commentaires des commissaires. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, demander un ou une proposeur. Je propose. Merci, M. Langevin. Et un ou une appuyeur.
Jeffrey. Merci, Madame Flannery. Passons maintenant au point 3. Monsieur Rabouin, il me fait plaisir de vous céder la parole pour les mots d'introduction qui inaugureront nos travaux. Madame la Présidente, je n'ai pas besoin d'appuyer. Donc, chers membres de la Commission, messieurs, dames, l'équipe du Service de développement économique. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir afin de vous présenter notre proposition de feuille de route en économie circulaire, qui est le premier document de planification officiel de la Ville de Montréal qui est spécifiquement dédié à l'économie circulaire. Les défis, vous le savez, les défis auxquels on doit faire face en matière de transition écologique de notre économie sont importants, je devrais dire sont immenses, mais on sait aussi que l'économie circulaire fait partie de la solution. Alors que nous devons augmenter la circularité de notre économie, on constate plutôt à l'échelle internationale un recul de l'indice de circularité mondiale actuellement au cours des dernières années. Selon le dernier rapport de Circle Economy, qui est réalisé en collaboration avec Deloitte, on remarque une baisse de près de 2 depuis 2018 de l'indice de circularité. Donc, comme on voit que l'indice recule et qu'on sait qu'il faut nous plutôt l'augmenter, on a un défi vraiment important. C'est un véritable coup de barre qu'il faut donner pour renverser cette tendance. Et vous savez, la Ville de Montréal, on s'est donné des objectifs ambitieux, 0 déchet en 2030, carboneutralité en 2050. Donc, si on veut atteindre nos objectifs, il faudra aussi prendre des actions ambitieuses, audacieuses, et c'est ce qu'on vous présente dans cette feuille de route. L'accroissement de la circularité sur le territoire va nous soutenir dans l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en matière de réduction du volume des matières résiduelles qui sont enfouies. Avec la feuille de route et les priorités stratégiques, on a l'intention de positionner Montréal comme un des leaders, pour ne pas dire le leader en Amérique du Nord en matière de circularité de l'économie. Dans la vision qu'on vous propose, on souhaite atteindre d'ici 2030 un taux de circularité de 17 %. C'est énorme. C'est un grand défi et ça nous prend vraiment un virage qui est majeur, mais on n'a pas le choix si on veut faire face aux défis de lutte contre les changements climatiques. La barre est haute, la feuille de route est ambitieuse, elle vise à tracer la voie, à nous montrer le chemin à suivre et surtout à identifier les principales actions structurantes qu'il faut qu'on mette en place pour atteindre ce seuil, les actions qui vont être déterminantes, qui vont avoir un véritable impact. L'évaluation de la circularité à Montréal qu'on a fait, de l'état de la circularité, a été réalisée en collaboration avec Circle Economy. Ça nous a permis de développer un portrait de la situation et d'identifier 4 secteurs qui sont prioritaires. Donc, le système alimentaire, l'environnement bâti, le textile et la mobilité. D'ailleurs, je tiens à souligner que le travail qu'on a fait inspire les membres de la CMM, parce que la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, a aussi amorcé un processus de réflexion sur l'économie circulaire. Et à la Ville de Montréal, on est en avance, mais on va travailler évidemment à mobiliser nos collègues de l'ensemble de la région métropolitaine parce que le défi, il est beaucoup plus important que juste nous à Montréal. Donc, l'étude qui a été faite, les différentes consultations jusqu'à maintenant, différentes analyses qui ont été réalisées avec le milieu de l'économie circulaire nous ont amené à présenter cette feuille de route là, qui est soumise à la consultation à compter d'aujourd'hui. C'est une invitation à toutes les entreprises, les organismes, les gens du milieu universitaire, tous les experts, tous ceux qui ont des choses, qui ont une expertise, des choses à nous dire, de participer avec nous à mettre en place des actions concrètes qui vont nous aider à transformer notre économie vers une économie plus circulaire. La participation est vraiment importante parce que nous, on met au jeu quelque chose qu'on a travaillé fort, auquel on croit, on pense que les actions sont là, mais on pense aussi que ça peut être bonifié et c'est pour ça qu'on a besoin de la participation de tous et toutes pour nous aider vraiment à atteindre des résultats qui vont être les plus ambitieux, mais qui vont aussi nous aider à identifier les vraies actions qui vont faire une différence. C'est ça qu'on a besoin de faire tous ensemble. Donc, je lance un appel à la participation. C'est important. On a besoin d'avoir l'intelligence. Il y en a beaucoup d'intelligence à Montréal, de propositions. On a besoin de les avoir pour avoir vraiment la feuille de route la plus pertinente. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis l'épaule à la roue pour rédiger ça. Plusieurs sont ici aujourd'hui. Mais je veux quand même faire une mention particulière pour Natacha,
Beauchesne, qui porte ce dossier-là vraiment avec beaucoup de passion et de compétences. Donc, merci, Natacha, pour ton engagement dans ce dossier-là. Et évidemment, tous les membres du service de développement économique qui ont participé aussi. Je remercie aussi la Commission pour le temps que vous allez accorder à cette démarche. Je sais qu'on partage des objectifs communs en matière de transition écologique de l'économie. Je sais qu'on a tous l'ambition que Montréal on soit un leader mondial dans ce domaine et j'ai bien hâte de prendre connaissance des recommandations que vous allez nous faire suite à la Commission. Merci beaucoup, M. Rabouin, de nous avoir résumé l'intention et la vision de transition écologique de l'économie derrière notre mandat pour bien lancer cette consultation. Sans plus tarder, j'invite maintenant Mme Natacha Beauchesne du service de développement économique à présenter les grandes lignes du projet de feuille de route montréalaise en économie circulaire. Merci, Madame la Présidente, chers commissaires, personnes du développement économique, M. Rabouin, et toute personne du public ici et en ligne. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, comme vous le savez, pour exprimer la manière dont Montréal compte accélérer le déploiement de l'économie circulaire sur son territoire. Le projet de feuille de route qu'on soumet à la consultation est vraiment une première pour Montréal. Il s'agit en fait du premier document de planification municipale qui se consacre exclusivement au déploiement d'une économie circulaire. Ça pose vraiment les jalons de comment la Ville, par l'entremise du service du développement économique et des autres unités d'affaires, entend soutenir cette transformation de l'économie au cours des prochaines années. Mon intervention va débuter par une brève mise en contexte du concept d'économie circulaire pour s'assurer qu'on a tous la même définition et de la démarche entreprise par la Ville. Par la suite, ça va se poursuivre avec la présentation vraiment du cadre stratégique pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on veut faire. Et ensuite, avant de conclure, on pourra aborder les questions de consultation pour que vous sachiez vraiment ce qu'on attend de vous pour bonifier ce document-là. Donc, l'économie circulaire, je ne vous apprends rien si je vous mentionne qu'on vit aujourd'hui une crise du climat qui est sans précédent. Il y a une urgence d'agir pour lutter contre les changements climatiques et pour préserver notre biodiversité. D'ailleurs, il y a le rapport du GIEC qui disait en 2021, il était vraiment sans équivoque, il faut accélérer le pas et réduire de façon drastique et immédiate nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter autant que possible le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais pour atteindre ces objectifs-là environnementaux puis de croissance économique, il faut aller au-delà de la simple, mais de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et penser aussi à toute la préservation de nos écosystèmes et surtout de nos ressources qui existent en quantité limitée sur la Terre. Donc, l'économie doit vraiment pouvoir se transformer pour pouvoir répondre aux besoins des personnes tout en respectant les limites de la planète. L'empreinte écologique l'empreinte écologique de l'humanité est en effet supérieure à la capacité de régénération de la Terre et d'approvisionnement. Donc, le Global Footprint Network dit qu'il faudrait 1,6 planètes pour soutenir l'activité humaine à notre rythme de consommation actuelle. Encore pire, si l'ensemble de la population mondiale vivait comme la population du Québec, il en faudrait 3,5 planètes. Donc, c'est ici vraiment que l'économie circulaire entre en jeu et s'impose comme une partie de la solution. Pourquoi? Parce que, comme le disait Circle Economy, qui est un organisme de référence qui mesure un taux de circularité mondial, c'est-à-dire quand on parle de taux de circularité, ce qu'on veut dire, c'est vraiment le pourcentage des ressources qui sont utilisées pour satisfaire nos besoins et qui est remis en boucle dans l'économie. Donc, dans son Circularity Gap Report 2021, l'organisme estimait qu'il faudrait, mais il faudrait doubler la circularité de l'économie planétaire, soit à l'époque qui était de 8,6 %, donc d'atteindre environ 17 % pour réduire sous 2 degrés Celsius le réchauffement climatique mondial, donc atteindre nos objectifs de Paris. Ensuite de ça, quand on parle qu'il y a beaucoup de travail à faire, quand M. Rabouin disait qu'il y avait énormément de travail à faire, bien, lorsqu'on a rédigé le document, le taux de circularité mondiale était de 8,6 %. Le mois dernier, on nous apprenait qu'il était en baisse à 7,2 %. Dans le fond, comme le disait M. Rabouin, le taux mondial est en baisse constante. Puis les défis sont encore plus importants chez nous, alors qu'au Canada, le taux de circularité est de 6,1 % et au Québec de 3,5 %. On peut voir ces défis-là aussi comme des opportunités.
Il y a plusieurs villes, régions à travers le monde, on peut penser à Paris, à Amsterdam, à Munich et à Londres, etc., qui se sont engagées dans des démarches similaires à Montréal. Et l'économie circulaire s'impose, dans le fond, comme une priorité mondiale. On peut regarder les Pays-Bas, par exemple, qui sont à 24,5 % de taux de circularité. Donc, c'est atteignable. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on définisse un peu ce qu'on entend par économie circulaire. Il n'y a pas de définition mondialement reconnue de l'économie circulaire. Au Québec, on utilise celle développée par le Pôle québécois de concertation de l'économie circulaire, qui la définit, et ça c'est important, comme un système de production, d'échange et de consommation. Le mot système de production, d'échange et de consommation, c'est vraiment ce qui est important, qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes de vie du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Le modèle économique actuel, il repose, on appelle ça un modèle linéaire, il repose sur un processus qui vise l'extraction, la fabrication, la transformation, la distribution et l'utilisation, et ensuite on jette. Ça exerce une forte pression en amont et en aval sur nos écosystèmes, et ça génère des impacts environnementaux qui sont non soutenables au rythme actuel de la croissance économique. Il y a déjà, comme je vous l'expliquais, plusieurs ressources essentielles qui se trouvent à un niveau critique sur la Terre, sur leur plan de leur disponibilité, alors que ce modèle-là, bien, comme on le voit dans le schéma, il implique une surconsommation des ressources à la base et en plus un gaspillage en fin de vie. Alors nous, ce qu'on propose avec le modèle circulaire qui est à l'opposé, c'est un ensemble de stratégies et de modèles d'affaires qui permet de réduire la quantité de ressources vierges qui vont être consommées et d'optimiser leur utilisation tout au long de la chaîne de valeur. Donc, ce qu'on vous invite, c'est à repenser les modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources puis protéger les écosystèmes qui les génèrent, mais aussi optimiser l'utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés. Comment? En utilisant les produits plus fréquemment, en prolongeant la durée de vie des produits et des composants, en donnant une nouvelle vie aux ressources. Ce qu'on voit dans ce schéma-là, c'est environ 12 stratégies d'économie circulaire qui vont entrer en jeu pour y parvenir. On va souvent associer l'économie circulaire à l'écologie industrielle ou aux symbioses industrielles où les extrants d'une entreprise deviennent les intrants d'une autre. Mais l'économie circulaire, c'est vraiment plus que ça. Ça passe par l'éco-conception d'un produit, à l'optimisation des opérations, en passant par l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité. On s'arrête par l'entretien, le réemploi, le reconditionnement. Puis, ultimement, vient la valorisation, le recyclage et les symbioses industrielles. Ça arrive en dernier sur la liste. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de consommer moins et mieux, mais aussi de produire moins et mieux, tout en générant une croissance économique durable. Comme vient de le mentionner M. Rabouin, Montréal s'est doté d'objectifs ambitieux à atteindre en matière de transition écologique. Pour parvenir, on compte sur un virage à 180 degrés vers une économie plus verte et plus inclusive, notamment en soutenant l'économie circulaire et sociale. L'économie circulaire se retrouve déjà au cœur de la vision stratégique Montréal 2030, du plan climat et du plan de gestion des matières résiduelles. Dans le fond, l'économie circulaire, c'est transversal. Ça outrepasse les domaines d'intervention. Plus concrètement, dans le cadre du plan de relance économique, une impulsion pour la métropole Agir maintenant, la Ville s'est engagée à mettre en œuvre une feuille de route, à élaborer et mettre en œuvre une feuille de route, et c'est l'objet de la consultation d'aujourd'hui. Donc, comme on le disait, Montréal a tous les atouts pour devenir un leader de l'économie circulaire. Ce projet de feuille de route-là vise vraiment à nous doter d'alignements communs pour y parvenir, à tracer une voie commune. Donc, l'exercice de consultation vise à faire émerger ces pistes de solutions-là qui vont être structurantes et concrètes pour accompagner, voire accélérer le virage circulaire de l'économie montréalaise. À la Ville de Montréal, c'est le service du développement économique qui porte le projet de feuille de route en économie circulaire. Compte tenu de sa mission, le service du développement économique est vraiment l'unité la mieux placée au sein de l'appareil municipal pour soutenir et accompagner l'écosystème d'affaires dans la transition circulaire. Je parlais tout à l'heure que c'est un système de production et de consommation, donc le rôle du service du développement économique est vraiment important. Parce que l'économie circulaire, ça ne peut pas se réaliser seul. Même si cette feuille de route-là vise les acteurs de l'écosystème d'affaires montréalais, et
et qu'elle soit portée par le service du développement économique, elle s'appuie aussi sur la mobilisation et la collaboration d'autres services municipaux afin de déployer des initiatives qui sont en dehors du champ d'action du développement économique. Par exemple, on a le Bureau de la transition écologique et le service de l'environnement qui vont collaborer à l'adoption de règlements qui vont favoriser la circularité et aussi à la sensibilisation des citoyens. On a le service de l'approvisionnement qui intègre la circularité dans les achats et les biens et services de la ville. Le service de la gestion et de la planification des immeubles qui vont contribuer à l'exemplarité par plus de circularité dans les chantiers municipaux. Donc, il y a plusieurs services qui peuvent aussi contribuer par leur champ d'action respectif à améliorer la circularité au sein de la métropole. Notre proposition s'inscrit donc en complément et en cohérence avec toutes les actions aussi des autres paliers gouvernementaux. On souhaite saisir les opportunités, voir ce qu'eux, ils font quand on parle d'alignement commun, c'est pour s'assurer qu'on travaille ensemble. Il s'agit, comme on le disait, d'un projet de feuille de route qui est ambitieux, mais pragmatique. Il tient compte aussi de certaines limites, comme les ressources humaines et financières dont on dispose le service, mais aussi des compétences municipales qui sont dictées par la loi. On vous présente un document aujourd'hui, mais ce document-là, il va au-delà de ce que pense le service du développement économique. Il repose sur des exercices de consultation qui ont été menés auprès de plusieurs membres clés de l'écosystème. Il y a eu plus de 260 personnes qui ont été consultées et 365 qui ont répondu à des sondages. Il s'appuie aussi sur toute une revue bibliographique, l'analyse de feuilles de route d'autres villes, naturellement, mais aussi sur des études liées au contexte montréalais en matière de circularité qui ont été réalisées par le service de développement économique, dont le premier état de la circularité à Montréal en collaboration avec Circle Economy, dont faisait état M. Rabouin. Ces documents-là sont disponibles comme documents de référence sur la page de la consultation publique, certains, en tout cas, il y en a d'autres qui vont s'ajouter, et celle de Réalisation Montréal. Tous ces exercices-là ont permis d'identifier, dans le fond, le cadre stratégique de la feuille de route en identifiant les principaux freins et enjeux, les leviers, les opportunités, ainsi que des pistes d'action concrètes. Ils nous ont vraiment mené, ces exercices de consultation nous ont menés au projet de feuille de route que je vous présente à l'instant. Donc, comme on le disait, Montréal s'est doté d'une cible ambitieuse, soit d'atteindre 17 % de circularité d'ici 2030 dans sa vision. Pourquoi 17 % Bien, cette cible fait référence, dans le fond, à ce dont je mentionnais plus tôt, qu'il suffisait de doubler la circularité de l'économie planétaire en atteignant un indice de 17 % pour limiter sous les 2 degrés. Donc, Montréal vient ici contribuer aux efforts internationaux. C'est aussi en cohérence avec l'objectif zéro déchet. Donc, on ne dispose pas à Montréal pour l'instant d'un taux de circularité de notre économie. À l'instar, je dirais, de la majorité, sinon de toutes les villes qui ont amorcé des démarches là, vers plus de circularité, ils n'ont pas non plus d'indice de circularité. Les méthodologies ne le permettaient pas vraiment, mais là, ils ont évolué et Montréal entend se doter d'un indice de circularité au cours de la prochaine année pour établir la référence de base. C'est alors qu'on pourra revoir la cible au besoin. Comment on pense pouvoir atteindre cette cible? Bien, c'est en étant exemplaire, en maximisant les leviers à notre disposition et en mettant en place les conditions qui vont permettre la création de boucles circulaires complètes dans des secteurs d'activité stratégiques. On pense aussi qu'il faut outiller, accompagner et appuyer les entreprises en collaboration avec l'écosystème de partenaires dans le déploiement de solutions innovantes et la transformation de leur modèle d'affaires. On vous présente ici le schéma du cadre d'intervention. C'est un aperçu global de la feuille de route qu'on va vous présenter de façon plus détaillée là, dans les prochaines diapositives. Notre cadre d'intervention s'articule autour de 4 orientations qui regroupent 13 priorités stratégiques. Les orientations, les priorités ont été élaborées en fonction des différents leviers et outils municipaux dont dispose la Ville pour faciliter cette transition-là, puis en cohérence avec les autres exercices, là, les autres plans de la Ville. La feuille de route, ce qui est important de spécifier, c'est qu'elle possède 3 cibles principales d'intervention. Donc, une première qui est une cible d'intervention davantage géographique, le « où ». Notre champ d'action, c'est l'agglomération de Montréal, donc l'agglomération montréalaise. Il y a des actions spécifiques qui vont cibler, par contre, des territoires clés d'intervention, comme les zones d'innovation métropolitaine ou encore des territoires prioritaires là, de planification.
Notre deuxième cible d'intervention, c'est le qui, la clientèle ciblée. Qui on cible avec ça? Donc, cette feuille de route-là s'adresse prioritairement à l'écosystème d'affaires. On vise vraiment à soutenir tout type d'entreprise. Industrie, commerce, entreprises d'économie sociale, organismes à but non lucratif et tous aussi les membres de l'écosystème d'affaires qui les accompagnent ou qui les aident. Donc, les partenaires, les organismes de recherche, tous ces gens-là qu'on souhaite mobiliser. Notre troisième cible d'intervention, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut travailler. Donc, compte tenu de leur importance stratégique, il y a certaines filières économiques qui vont faire l'objet d'une attention particulière. On va y revenir. Il est à noter que suite au processus de consultation qu'on fait, il y a un plan d'action qui va être détaillé, qui va détailler là, vraiment les projets à entreprendre et les moyens à mettre en œuvre, qui va être ajouté à la feuille de route. Donc, qui va venir bonifier la feuille de route ultérieurement. La Ville, pour pouvoir réaliser tout ça, ces priorités-là, dispose de 7 grands leviers pour favoriser la circularité de son économie, soit l'approvisionnement, tout ce qui est réglementation et encadrement, tout ce qui est outils et incitatifs financiers, naturellement, sa propre exemplarité, son pouvoir d'influence, tout le soutien qu'elle peut apporter à l'écosystème et tout ce qu'elle peut faire au niveau de l'information et de la donnée. Ces leviers vont être utilisés pour activer les priorités stratégiques et assurer aussi le succès de la feuille de route. Comme on le mentionnait, la Ville a identifié 5 chaînes de valeur sectorielles sur lesquelles elle va concentrer prioritairement son action, soit tout ce qui est le secteur du bioalimentaire, de la construction, rénovation et démolition, des textiles, des plastiques et de la mobilité et la logistique. Pourquoi on a identifié ces chaînes de valeur-là? En majorité, c'est en raison de... Ce sont des chaînes de valeur qui consomment énormément de ressources, qui génèrent aussi beaucoup de résidus et qui émettent beaucoup d'émissions de GES. Donc, on peut atteindre beaucoup d'objectifs en travaillant sur ces chaînes. Elles ont aussi un fort potentiel de circularité à Montréal et elles ont un poids économique et un impact sur la qualité de vie de la métropole qui est indéniable. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi qui existent en lien avec les autres paliers gouvernementaux pour ces chaînes de valeur-là. Comme on le disait, l'économie circulaire, on ne peut pas faire ça seul, donc il faut travailler en complémentarité. Et aussi, ces chaînes de valeur-là, la Ville dispose de leviers pour pouvoir agir sur ces chaînes de valeur-là et susciter l'innovation. Donc, pour chacune d'elles, à part les plastiques, comme on le disait, on a réalisé avec Circle Economy une analyse des flux de matière pour se doter vraiment d'une évaluation de référence puis repérer des opportunités. Vous pouvez aller consulter ce document-là sur la page de la Commission pour en apprendre davantage. Il y a d'autres chaînes, il a fallu faire des choix, c'est toujours difficile. D'autres chaînes de valeur pourraient être priorisées ultérieurement. Il y a des chaînes de valeur, naturellement, l'économie circulaire, on la met en branle. Ce n'est pas parce que la chaîne de valeur n'est pas identifiée qu'il n'y aura pas nécessairement d'actions qui peuvent y toucher. Par contre, c'est vraiment sur ces chaînes de valeur-là qu'on va prioriser l'action. Maintenant, passons directement au cœur de la feuille de route, les orientations. Notre première orientation vise à faciliter la transition des entreprises vers l'économie circulaire. Les entreprises, présentement, ce qu'on a vu, c'est qu'elles ne disposent pas nécessairement des connaissances, des compétences ou encore des moyens financiers qui sont nécessaires pour vraiment implanter des pratiques circulaires au sein de leur organisation ou de leur processus. Les priorités stratégiques vont donc viser à soutenir les partenaires de l'écosystème dans l'accompagnement des entreprises et le renforcement des compétences, à développer et collaborer à la mise en place d'outils financiers pour favoriser la transition des entreprises et le développement de solutions innovantes. On a déjà commencé en collaboration avec Fondation avec la mise sur pied du premier fonds en économie circulaire au Canada. Et il y en a d'autres qui vont suivre. On va aussi sensibiliser et outiller les entreprises à saisir les opportunités d'affaires liées à l'économie circulaire, aussi en partenariat avec l'écosystème de partenaires qui, lui, travaillent directement avec les entreprises. Notre deuxième orientation vise à agir sur les chaînes de valeur sectorielles prioritaires dont je viens de vous parler. On retrouve des enjeux d'envergure qui sont communs à ces différentes chaînes-là. La Ville veut donc agir pour boucler les boucles, soit on veut assurer les conditions qui vont permettre de compléter ces chaînes de valeur-là en identifiant les maillons manquants et les freins à la circularité des chaînes de valeur identifiées, puis aussi en élaborant une stratégie pour les combler. On veut aussi répondre à la lacune des données en soutenant activement le milieu de la recherche, la collecte et la valorisation des données et des connaissances.
Montréal, on peut et on compte s'appuyer sur un réseau d'institutions d'enseignement supérieur et de centres de recherche pour le développement des connaissances en économie circulaire et la recherche de nouveaux débouchés. On est chanceux à Montréal, on a le premier institut qui se consacre exclusivement à l'économie circulaire, le CIRIEC, qui a ouvert ses portes il y a environ 2 ans. Donc, on peut s'appuyer sur beaucoup de recherches. En favorisant aussi, on veut aussi favoriser la création de lieux forts pour faire avancer la circularité dans des chaînes de valeur spécifiques. On veut réunir sous un même toit, dans le fond, tout un écosystème complet, puis y centrer les services qui vont être offerts aux entreprises ou encore en soutenant des projets aussi qui pourraient venir structurer une chaîne de valeur. Comme je le disais d'entrée de jeu, l'économie circulaire, c'est plus que les symbioses industrielles. Ça rassemble une douzaine de stratégies et de modèles qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser une économie plus circulaire. La stratégie 3 vise justement à prioriser certaines de ces stratégies-là, qui sont porteuses pour l'économie montréalaise, mais qui nécessitent parfois un soutien différent ou plus renforcé pour être mis en place ou pour être déployé à plus grande échelle. Quand on parle d'économie circulaire, il faut toujours avoir en tête que pour le déployer, il faut appliquer le principe des 3 RVE. Donc, il faut réduire en premier à la source. Un peu comme la priorité de notre plan Montréal zéro déchet, la réduction à la source, c'est vraiment la principale priorité pour atteindre le zéro déchet. Donc, on veut agir sur la réduction à la source dans une logique circulaire. Comment on peut y agir? Bien, on peut agir avec l'éco-conception et tout ce qui est les processus de conservation de la valeur, notamment tout ce qui est le réemploi et la réparation. Donc, c'est vraiment des incontournables. Fait qu'il faut travailler en amont afin d'être vraiment plus sobre dans notre consommation de biens et de ressources. Pour leur part, il y a d'autres modèles d'affaires qui sont basés, par exemple, sur les stratégies de l'économie de fonctionnalité ou de l'économie collaborative et de la symbiose industrielle, qui nécessitent, pour leur part, vraiment des transformations en profondeur des modes de production et de consommation. Ces stratégies-là, ils interpellent des multiples parties prenantes de différents secteurs d'activité, ils impliquent des nouvelles formes de coopération, puis ils nécessitent surtout davantage d'accompagnement et de coordination des pratiques. Donc, avec cette priorité-là, ce qu'on veut, c'est vraiment redéfinir les modèles d'affaires traditionnels, aider les entreprises à transformer leur modèle d'affaires. Enfin, pour mobiliser l'écosystème et que celui-ci travaille à ses côtés pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire, la Ville a avant tout un devoir d'exemplarité et de rayonnement des bonnes pratiques. On ne peut pas demander aux autres de faire des choses que nous, on ne fait pas nous-mêmes. Donc, dans la feuille de route, cette responsabilité-là, elle se traduit par la mise en œuvre de projets avant-gardistes en expérimentant, par exemple, l'implantation territoriale de la circularité dans un espace géographique circonscrit. La Ville peut être un lieu d'expérimentation intéressant. On veut aussi créer un effet de levier sur l'économie métropolitaine en réglementant et en intégrant des critères d'approvisionnement responsables à nos propres processus d'acquisition de biens et services. C'est un travail qui est déjà bien amorcé à la Ville, d'ailleurs. Avec nos plus de 3 milliards d'achats annuels, on est vraiment un des grands donneurs d'ordre de la province. Puis si on y intègre des critères circulaires dans nos processus, mais on peut vraiment contribuer à modifier les pratiques, mais surtout à créer une demande pour des produits et des services circulaires. Il faut aussi travailler à l'évolution des pratiques internes, notamment en développant ce que j'appelle le réflexe circulaire au sein des unités administratives. Comme je le dis, on a plusieurs autres services où on a plusieurs activités qu'on fait, qu'on pourrait intégrer la circularité et faire d'une pierre deux coups. L'exploitation du plein potentiel circulaire de nos lieux et de nos ressources en tant que ville. On veut identifier et caractériser et quantifier aussi les gisements municipaux qui sont importants et qui sont récurrents pour essayer d'en tirer vraiment leur plein potentiel circulaire. On veut en faire une meilleure utilisation, savoir ce qu'on en fait, puis peut-être trouver des nouveaux débouchés à valeur ajoutée. Pour avancer plus rapidement vers la circularité, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est recommencer à zéro et capitaliser sur nos expériences et les innovations qui ont déjà porté leurs fruits. La promotion des bonnes pratiques et des innovations montréalaises vise, oui, à inspirer, mais surtout à transformer le savoir en action. Enfin, par son rayonnement international, Montréal peut, avec son exemplarité et son leadership,
lui permettre de renforcer son positionnement et d'attirer aussi bien des investissements que des entreprises et des talents. Donc, en rayonnant en économie circulaire, on pourrait attirer d'autres entreprises, des entreprises qu'on souhaite avoir à Montréal. Pour réaliser tout ça et s'assurer du succès de la mise en œuvre de la feuille de route, ce qu'on va faire à la ville elle entend vraiment s'assurer de mobiliser l'écosystème d'affaires à travailler à ses côtés, s'assurer aussi, comme on le disait, de la complémentarité, de la cohérence des politiques, des différentes politiques publiques. On veut aussi se doter d'une agilité opérationnelle qui va nous permettre d'aller saisir les opportunités. Ça va vite, l'économie circulaire. Il y a plein de choses qui se développent. Il faut être capable d'aller saisir ces opportunités-là lorsqu'elles se présentent. Optimiser, comme on en parlait, les leviers municipaux et surtout s'assurer de créer une gouvernance claire. Notamment, on veut mettre sur pied un comité de mise en œuvre et développer des indicateurs et des mécanismes de suivi qui vont nous permettre, oui, de mesurer l'état d'avancement de la feuille de route, mais surtout les retombées qu'on aimerait mesurer de celle-ci sur l'économie. Donc, tout ceci, je vous ai présenté le cadre, ça nous voilà rendu dans la partie de la présentation où ce qu'on veut vous expliquer, qu'est-ce qu'on attend de vous. Donc, la présidente de la commission va vous présenter les modalités de votre participation. Moi, je vais vraiment vous dire qu'est-ce qu'on veut savoir. Donc, cette consultation, c'est vraiment l'occasion, et j'insiste, c'est l'occasion de nous faire part de votre avis, de nous soumettre des nouvelles idées, des priorités, des initiatives ou des actions qui vont vraiment nous permettre d'enrichir ce projet de feuille de route, mais aussi et surtout d'élaborer notre plan d'action. C'est l'occasion aussi de nous indiquer ce que vous faites déjà, puis comment on pourrait mieux vous accompagner, ce que vous souhaitez ou projetez de faire. Afin d'enclencher tous ces échanges-là, nous avons regroupé des questions par catégorie. Vous allez les retrouver à la fin du document de consultation, mais on va les passer en revue. On les a vraiment mis par catégorie, comme je le disais. Donc, ce qu'on veut savoir au départ, c'est comment on pourrait mieux soutenir la transition circulaire des entreprises. Quels sont les enjeux et les besoins des entreprises pour accélérer ou encore amorcer ce virage-là circulaire si ce n'est pas déjà fait? Comment on peut mieux adapter nos outils financiers? Est-ce qu'il y a des initiatives d'ailleurs qu'on pourrait adapter et répliquer ici à Montréal? Est-ce qu'il y a des outils existants ou en élaboration pour soutenir les entreprises qui mériteraient peut-être d'être mieux promus ou qu'on pourrait diffuser davantage? Ensuite, on veut aussi savoir, comme je le disais, la collaboration, la complémentarité, c'est essentiel au développement de l'économie circulaire. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est l'ensemble du système, là, il doit vraiment travailler en simultané. Quelle pourrait être, vous, votre contribution pour la mise en œuvre de la feuille de route? Quelle partie vous pourriez prendre ou vous prenez déjà? Comment on pourrait mieux collaborer, mieux mobiliser les acteurs du territoire? On souhaite aussi maximiser, comme on disait, l'utilisation des leviers. Donc, comment on veut, pour pouvoir faire ça, il faut mieux comprendre la réalité terrain en ayant vraiment une connaissance plus approfondie des règlements ou encadrements qu'on pourrait adopter ou de ceux qui existent déjà, mais qui ralentissent la circularité. Comment concrètement, dans vos projets, on pourrait adresser ces enjeux? Il y a aussi tout ce qui est les chaînes de valeur sectorielles. Vous êtes des spécialistes de votre domaine. On veut mieux les cartographier, mieux les comprendre. Donc, à votre avis, c'est quoi les principaux maillons manquants qui vont nous permettre de boucler les boucles? Qu'est-ce qui manque à Montréal? Comment on pourrait mieux agir sur celle-ci? Quelles seraient aussi, selon vous, les prochaines chaînes de valeur à analyser et à mobiliser pour faire avancer la circularité? Parce que oui, on va travailler sur des plans d'action, mais parallèlement, il faut déjà commencer à développer le après. On veut aussi travailler davantage, on vous parlait qu'il y a des stratégies porteuses, mais comment on peut mieux soutenir le déploiement de ces stratégies-là? Est-ce que vous faites de l'éco-conception, de l'économie de fonctionnalité, de l'économie collaborative ou des symbioses? Est-ce que vous avez des initiatives qu'on pourrait s'inspirer? Est-ce que vous les mettez en pratique, puis il y a des freins ou il y a des opportunités que vous pensez qu'on pourrait mieux saisir ou qu'on pourrait adresser pour pouvoir vous aider? Comme c'est une feuille de route qui est portée par le développement économique, on a notamment des objectifs de développement économique, d'augmenter la résilience, la productivité, la profitabilité des entreprises. On veut donc savoir aussi, outre l'accompagnement, quelles mesures peuvent être mises en place pour favoriser le déploiement des synergies industrielles, par exemple? Alors, comment la Ville, à son niveau, pourrait être un acteur et vous aider encore davantage? Enfin, on va terminer par où on doit toujours commencer.
Donc, la réduction à la source et les processus de conservation de la valeur. Je ne vais jamais insister assez là-dessus. Donc, quelles actions la Ville, par son service de développement économique, peut prendre pour soutenir ce secteur-là qui me demande, et ces activités-là qui demandent peut-être une adaptation versus les autres secteurs. Donc, comment on peut favoriser le virage vers ces pratiques-là? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut savoir. Avec la feuille de route, on prend le pari qu'en partageant nos intentions puis en les travaillant avec vous, on va pouvoir encore mieux cibler et affiner notre action pour en maximiser les retombées. Fait qu'on vous demande de nous aider à bâtir un plan d'action concret qui va répondre à vos besoins, vous, acteurs et actrices sur le terrain. C'est votre occasion de nous influencer puis d'influencer comment on va aborder la circularité dans les prochaines années. On a tout le monde, on est dans la même situation, on a des ressources financières et humaines limitées pour adresser les enjeux. C'est pourquoi il est si important de travailler ce sujet-là en transparence, en cohérence et en complémentarité, mais surtout en collaboration. On n'a pas les moyens et surtout, comme on l'expliquait, on n'a pas le temps de dédoubler nos efforts. Fait qu'on veut miser aussi sur des atouts à Montréal, comme les acteurs de l'économie sociale ou de l'intelligence artificielle, du design, du milieu de la recherche et aussi de la proximité de Montréal avec des organisations et des réseaux internationaux pour vous inviter tous les gens de ces secteurs-là à devenir des accélérateurs de la transition puis à mieux utiliser vos atouts et à travailler ensemble l'économie circulaire. Je m'en voudrais de terminer mon intervention sans mettre en lumière le dynamisme quand même circulaire de l'écosystème montréalais. Oui, il s'agit du premier plan municipal qui porte exclusivement sur l'économie circulaire, mais ça ne signifie pas que la transition n'est pas déjà amorcée, bien au contraire. Montréal peut se vanter, tant à l'interne qu'à l'externe, d'agir et d'innover pour transiter vers plus de circularité. Et on peut compter déjà sur des piliers comme Synergie Montréal, la symbiose industrielle de la métropole, le réseau PME Montréal qui accompagne les entreprises, Fonds d'action, comme on le disait, qui a mis sur pied le premier fonds en économie circulaire au Canada en collaboration avec Recycle Québec et la Ville de Montréal. On a aussi une plateforme qui peut recenser les initiatives du territoire. D'ailleurs, si vous avez une initiative et vous ne l'avez pas inscrite, je vous invite à aller l'inscrire. Et là, ce ne sont que quelques exemples. J'aurais pu en mettre des centaines. On a fait une mise à jour dernièrement de la cartographie des initiatives en économie circulaire, puis on en a recensé plus de 700 initiatives en économie circulaire sur le territoire. Il y a plein de projets et initiatives que vous pouvez retrouver dans le cahier de consultation, mais que vous pouvez retrouver sur la plateforme aussi Montréal Circulaire. Je vous invite à aller les découvrir parce qu'il y a vraiment un beau travail. Et aussi, je voudrais aussi remercier tous mes collègues au développement économique et aussi à la Ville qui travaillent au quotidien et qui, je pourrais dire, ne s'en font pas trop de mon insistance sur l'économie circulaire et avec lesquels on travaille vraiment pour accélérer l'économie circulaire au sein de la Ville. Je voudrais les remercier pour leur patience avec moi, mais aussi, surtout, pour leur passion et leur détermination à en faire un sujet d'importance pour la Ville. Comme vous le constatez, c'est tout un programme qu'on vous propose aujourd'hui. Fait qu'on compte vraiment sur vous puis sur votre rapport pour faire de Montréal un leader en transition économie circulaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Beauchesne, pour votre présentation et votre passion contagieuse. Je souligne également votre appel à l'urgence d'agir pour transformer notre économie pour les générations futures, ainsi que l'importance de la réduction à la source. Merci également à M. Yanis Foustad et à tous les membres de votre équipe qui ont participé à la préparation de ce projet et qui portent également, je pense, le feu sacré que vous nous témoignez ce soir. C'est très mobilisant, je pense, de lancer la consultation avec vous. Donc, à la lumière de ce qui a été présenté, la Commission veut vous entendre, et là, on parle vraiment au sens large, sur les actions prévues dans la feuille de route, ainsi que sur les projets et initiatives locales favorisant l'économie circulaire à Montréal. Je poursuis donc avec les informations sur la consultation elle-même et sur toutes les manières à votre disposition pour y participer. Au cours des prochaines semaines, vous pourrez répondre aux questions de la consultation et nous faire part de votre point de vue ou de vos idées de manière plus approfondie par les moyens suivants. Alors, pour participer par écrit, vous avez 3 options. D'abord, remplissez le sondage en ligne disponible sur les plateformes Réalisons Montréal et Making Montreal.
Ensuite, toujours sur les plateformes Réalisons Montréal et Making Montreal, écrivez-nous un témoignage sur votre initiative ou une initiative qui vous inspire, qui vous touche au niveau de l'économie circulaire, bien sûr, un projet que vous avez démarré ou des enjeux que vous avez rencontrés. Laissez aller votre créativité et n'hésitez pas à ajouter des photos, peut-être même des vidéos, qui sait. Enfin, vous pourrez également nous transmettre un mémoire court ou long par courriel en écrivant à l'adresse apparaissant à l'écran, commission@montreal.ca. La date limite est également à l'écran. Donc, écrire aussi votre témoignage et nous faire parvenir votre mémoire, s'il vous plaît, avant le 24 avril. Vous pouvez, en plus, présenter votre point de vue et échanger avec les membres de la commission lors de la présentation de votre opinion ou mémoire durant les séances publiques qui se tiendront les 2, 8 et 23 mai, comme on voit à l'écran. Tous les détails sur les lieux et les heures des auditions sont indiqués dans le formulaire d'inscription. La commission tiendra également des tables rondes avec des organisations et des entreprises qui travaillent en économie circulaire. Si vous souhaitez plus d'informations ou même avec des suggestions à ce sujet, écrivez-nous à commission@montreal.ca. Je rappelle que toutes ces modalités de participation se trouvent sur la page de Réalisons Montréal et de Making Montreal. Les dates de table ronde seront ajoutées sous peu. Avec les informations et opinions reçues, les commissaires prépareront des recommandations à l'intention de l'administration municipale. Ces recommandations seront adoptées publiquement lors d'une séance qui aura lieu le 28 août prochain. Nous allons maintenant prendre une pause d'une dizaine de minutes pour vous permettre d'acheminer vos questions ou commentaires à la commission si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui nous suivent grâce à la webdiffusion, rendez-vous à la page de la consultation à l'adresse ville.montréal.qc.ca/économie-circulaire. Cliquez sur le lien formulaire en ligne. Nous vous invitons à nous transmettre vos questions dès maintenant afin que nous puissions les traiter rapidement et reprendre ensuite la séance sans trop de délai. Merci beaucoup et à tout de suite.
Nous allons maintenant reprendre l'Assemblée. Nous en sommes à la période de questions et de commentaires du public. Je vais d'abord inviter les personnes présentes dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville à poser leurs questions. Nous poursuivrons avec les questions reçues par le formulaire en ligne. Vous disposez de 2 minutes pour poser votre question ou émettre votre commentaire. J'inviterai ensuite les personnes ressources à y répondre. Alors, j'appelle donc la première personne inscrite, soit M. Jean Duval. Oui, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir à tous. 2 minutes, c'est court, je vais faire ça vite en rafale. Tout d'abord, je vais commencer par un commentaire, puis je vais y aller avec les questions après. Pour vous, Madame, la présentation d'entrée de jeu, vous avez parlé du territoire non cédé. Moi, comme citoyen montréalais, ça me vexe un peu. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, là, mais je ne sais pas, moi, ça donne l'impression qu'on n'est pas chez nous quand vous dites ça. Je continue. Moi, comme citoyen moyen, je trouve que votre projet a plein de lacunes. On s'adresse à des PME, à des grosses entreprises, c'est le but visé. Là. On veut que ça change sur le plan mondial et tout le monde veut faire sa part. Mais vous savez, le Danemark, là, c'est loin d'être le Québec. Puis le Québec, c'est collé sur New York, Boston. On a à vivre avec ceux qui nous sont les plus proches. Et la majorité des gratte-ciels à Montréal appartiennent à des intérêts étrangers. C'est la même chose des grandes entreprises au pays. Ici, au Québec, là, on est une succursale des Américains. Votre projet, là, vous allez devoir le vendre aux Américains. Et moi, vous savez, vous avez parlé tantôt à la deuxième personne du pluriel, là, au commissaire, puis vous et vous, là. Vous parliez à ces gens-là qui sont des commissaires, qui sont des fonctionnaires, des élus. Vous êtes des fonctionnaires, mais il faut vous adresser aux entrepreneurs. Vous savez, il y a tout un monde entre un fonctionnaire et un entrepreneur. C'est 2 écoles de pensée complètement différentes. Moi, dans une autre vie, j'ai été entrepreneur, un petit entrepreneur, là, et j'en étais fier. Mais les lignes majeures, c'est à eux que vous allez devoir expliquer ça. Alors, ma question, c'est, avez-vous été vendre ça à la Chambre de commerce de Montréal? Avez-vous été vendre ça aux autres chambres de commerce du Grand Montréal métropolitain? Là? Avez-vous été vendre ça à des gens d'affaires? Parce que vous avez des objectifs, vous êtes des fonctionnaires, il y a des lois, il y a des règlements que vous allez vouloir faire appliquer. Puis, la question aussi, là, qui en est une autre, là, c'est quoi la carotte? C'est quoi le bâton? Si vous n'avez pas vos objectifs voulus, on est en Amérique du Nord, les oranges, il faut aller les chercher en Floride. L'économie circulaire, c'est beaucoup plus que ça, mais on vit avec les Américains. Alors, je vous ai dit tantôt dans l'entrée de jeu que Montréal, les gratte-ciels appartiennent en grande partie à des intérêts étrangers et il en va de même pour les entreprises au Québec. On est riche aussi en entrepreneurs québécois, mais n'oubliez pas que ceux avec qui vous allez devoir expliquer ça, ils ne parlent pas français, ils ne sont pas d'ici, mais à la Chambre de commerce, vous allez voir les dirigeants à qui vous allez devoir vous adresser. Moi, je suis juste un Montréalais moyen, là, puis je vous écoute. Là. Vous avez toute une bataille à faire, parce que c'est pas... vous allez demander à des entrepreneurs comment gérer leurs entreprises. C'est un peu audacieux, je trouve. Alors, j'aimerais ça qu'on réponde à mes questions. Merci. Je vous remercie, M. Duval, pour votre présence. Vos commentaires seront pris en considération. Si je peux me permettre de répondre brièvement avant de passer la parole aux personnes ressources, je me référerai au levier pour la référence à ce que vous avez parlé au niveau de la carotte, soit les incitatifs et programmes dont Fonds d'action qui sont là, donc les incitatifs pour que les entreprises puissent embarquer avec des moyens financiers. Puis au niveau du bâton, on parle de la réglementation. Ça, c'est parmi tous les leviers qui ont été présentés. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est très ambitieux. Je pense que c'est aussi ambitieux que c'est nécessaire.
Puis sur ce, veuillez, Madame Beauchesne, prendre la parole si vous voulez compléter. Qui porte cette feuille de route-là, c'est parce que nous, on est vraiment l'unité d'affaires à la Ville de Montréal qui est la mieux placée pour parler aux entrepreneurs et aussi à tout l'écosystème qui les accompagne. Ce qu'on veut, c'est aider les entreprises à faire la transition. On le fait déjà, par exemple. On va soutenir financièrement dans le cadre de nos actions. Par exemple, on soutient financièrement Synergie Montréal, qui, eux, travaillent directement avec les entreprises et les aident à faire des symbioses industrielles, par exemple. On lance des appels à projets où est-ce qu'on aide différentes entreprises. Il va y avoir la réglementation, il va y avoir d'autres outils ou incitatifs financiers. On travaille quotidiennement avec les sociétés de développement commercial, avec les différentes, justement, chambres de commerce, etc. Donc, nous, on veut vraiment travailler en collaboration et ce projet de feuille de route-là, naturellement, on va le transporter quand on dit qu'on a sondé des entreprises, etc. Lorsqu'on a sondé des personnes, c'était des entrepreneurs, entre autres, il y avait des gens de l'écosystème, il y avait des gens qui étaient plus d'organisation, donc il y avait des gens de tous les niveaux du système entrepreneurial pour vraiment mieux comprendre leurs freins, etc. Quand on veut mettre de la réglementation, souvent, par exemple, pour le plastique à usage unique, il y a eu une étude de développement économique qui a été faite avant pour voir un peu ça serait quoi l'impact, puis pouvoir moduler la réglementation pour que ça permette au secteur de se conformer, parce qu'on a quand même un objectif, on veut aller vers ça, donc on veut les amener vers ça, mais comment on peut y aller, puis que ça soit en respect ou en tout cas en collaboration avec l'écosystème et non de les affronter de front alors que, mettons, la chaîne n'est pas prête. Donc, c'est vraiment là, on est en train de transformer le secteur, puis en annonçant nos intentions tout de suite, on s'assure que le marché se prépare aussi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on veut le travailler. Merci beaucoup pour le complément. Puis je regarde M. Rabouin si vous voulez rajouter quelque chose. Bien, je vais peut-être ajouter une information. Vous avez raison qu'il faut qu'on travaille, M. Duval, vous avez raison, il faut qu'on travaille avec le milieu des affaires. Et d'ailleurs, je remarquais la semaine dernière, je pense, une sortie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui disait les entreprises veulent faire le virage vert. Ce qu'elles ont besoin, c'est d'être accompagnées pour le faire. Et nous, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Comment on va les aider à faire ce virage-là? Mais il y en a déjà plein d'entreprises ici à Montréal qui font déjà ça. Donc, on a plusieurs entreprises qui sont des leaders. On veut les aider à grandir, à se développer davantage et on veut accompagner toutes les autres. On a plusieurs outils pour le faire. Donc, et on a lancé un appel à projet récemment où on parle avec la grappe des technologies propres. Donc, c'est une grappe industrielle spécialisée dans les technologies propres qui veut accompagner les entreprises, les aider à percer, à développer leur marché. Donc, on est vraiment en contact avec ce milieu-là et on est en appel aussi à ce milieu-là pour nous faire part. C'est pour ça qu'on fait une consultation, là. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit bonifier? Qu'est-ce qu'elles ont besoin pour qu'on les aide à faire partie de ce mouvement-là qu'on veut, de transformation de notre économie? Merci beaucoup. Nous pouvons donc capitaliser là, sur tout ce qui se passe sur le terrain, puis beaucoup de belles initiatives et de volonté à travers beaucoup de carottes et de leviers et d'accompagnement. Donc, on est vraiment dans un élan, puis on va poursuivre cet élan-là avec la prochaine question qui serait encore de quelqu'un dans la salle. Monsieur Philippe Michaud-Naudet, qui représente l'organisme Startser. Donc, je vous invite à prendre parole. Merci Madame la Présidente, bonsoir, merci à tous. Donc je m'appelle Philippe Michaud-Naudet, je travaille pour la compagnie Startser, compagnie de conseil en économie circulaire, mais je suis là à titre plutôt personnel en tant que Montréalais moi également. Merci beaucoup pour cette belle présentation et pour tous les efforts qui ont déjà été faits. Il y a beaucoup d'ambition dans cette préparation de feuille de route. J'ai plusieurs questions. Je vais essayer de laisser de la place aux autres personnes intéressées ce soir et synthétiser déjà mes deux premières questions sur les priorités plus en termes géographiques et en termes sectoriels au niveau de la ville de Montréal. Vous avez mentionné des priorités au niveau de certains flux. Est-ce que vous comptez travailler également avec des fédérations sectorielles spécifiques ou avec certains gros joueurs de ces fédérations? Et puis, est-ce que vous allez avoir certains secteurs économiques qui vont être particulièrement ciblés? Par exemple, le Recy Québec a lancé l'année dernière un projet de vitrine
pour l'économie circulaire dans le secteur du tourisme? Est-ce que ça fait partie des optiques qui sont également dans le portefeuille de la ville? Et également, au niveau géographique, est-ce que vous avez des zones géographiques particulières que vous comptez cibler, que ce soit en termes de transformation ou de réhabilitation de certains quartiers, ou bien, par exemple, des quartiers qui ont une importance stratégique particulière, comme la zone portuaire? Merci beaucoup. Merci, M. Michaud-Naudet. Donc, je suis particulièrement intéressée par l'approche locale aussi des quartiers. Je trouve ça très intéressant de regarder aussi de cette manière-là qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun de nos arrondissements. Et on en a discuté en préparation. Je vais retourner la question aux personnes ressources et à l'élu responsable devant moi. Si vous voulez répondre au niveau des chambres de commerce aussi, puis tout du travail qui a été fait, là, terrain. Les grands secteurs, dans le fond, on a identifié les secteurs prioritaires parce que c'est sûr qu'on voit qu'il y a le plus de potentiel de gains, construction, bioalimentaire, le textile, la mobilité. Donc, c'est les secteurs les plus stratégiques. Donc, évidemment, on interpelle tous les acteurs de ces secteurs-là pour qu'on puisse travailler avec eux et identifier les actions qui seront les plus porteuses, à la fois en termes réglementaires pour la ville, parce que nous, on peut avoir des incitatifs réglementaires, mais aussi en termes d'accompagnement, de soutien financier et toute autre mesure qui pourront être pertinentes. Sur l'aspect territorial, Natacha a parlé des zones d'innovation, donc c'est sûr que dans certains secteurs en particulier, on pourrait avoir une approche plus territoriale, mais la consultation va nous aider aussi à préciser ces différents éléments-là. Donc, je vous invite, si vous avez des propositions à nous faire, vraiment à nous les transmettre. Je ne sais pas si Natacha veut compléter. Oui, bien, c'est sûr que, comme on le disait, il y a les zones d'innovation, mais il y a aussi des quartiers. On sait que l'Est de Montréal, c'est une priorité au niveau du développement économique. Dans la vision stratégique de développement économique, par exemple, du secteur industriel de la pointe de l'île, l'économie circulaire, la même chose pour l'Assomption. Sud-Longue-Pointe. Donc, la même chose, l'économie circulaire s'y retrouve au cœur, donc c'est sûr qu'on va voir comment on pourrait travailler au niveau territorial, parce que comme vous l'avez bien dit, on vous a présenté au niveau plus sectoriel, on l'a présenté avec tout ce volet-là, mais maintenant on veut le travailler aussi au niveau territorial. Qu'est-ce que ça prend pour créer vraiment soit des quartiers industriels ou des rues circulaires? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qui manque? Puis comment on peut le faire? Puis après ça, avec des projets pilotes, il y a une priorité qui est directement liée à ça sur l'implantation d'un projet pilote dans un secteur industriel de circularité. Donc, on n'a pas encore choisi, déterminé le secteur exactement. On a des idées, là, mais c'est pas encore choisi, etc. Donc, on veut utiliser la consultation justement pour peut-être réorienter puis travailler sur ce projet pilote-là. Je vous remercie à nouveau pour votre question qui, vous voyez, alimente notre réflexion puis permet des échanges sur la formule puis les différentes recommandations qu'on peut faire. Alors, merci encore d'être ici ce soir. Poursuivons avec les questions et commentaires qui nous ont été transmis par le formulaire disponible en ligne. Elles seront lues dans l'ordre de leur réception. La première question provient de Charlotte Trudeau-Drolet, qui représente l'organisation PME Montréal Grand Sud-Ouest. C'est au sujet des expertises et sa question se lit comme suit. Quelles études et experts seront consultés pour élaborer la feuille de route? Alors, c'est une première question qui nous est lancée et transmise en ligne. On pourrait dire qu'on appelle à travers cette consultation-là tous les experts à venir nous présenter des mémoires ainsi que différentes études. Je vous cède la parole tout de suite pour compléter. Oui, bien, on l'expliquait tout à l'heure dans la présentation. Il y a eu on a fait déjà un vaste processus de consultation, puis on a fait des études. On a fait l'analyse du métabolisme urbain, l'analyse des flux de matière avec Circle Economy. On a travaillé sur les dimensions de la gouvernance en économie circulaire avec l'OCDE. On a fait une première étude sur les enjeux, impacts et opportunités économiques sur les propositions de mesures réglementaires et d'encadrement et d'incitatifs qu'on pouvait avoir avec Aviseo pour accélérer le déploiement circulaire à Montréal. Et on va aller plus loin avec peut-être des propositions spécifiques pour les creuser, comme je le disais, un peu comme on a fait avec APECO pour l'étude sur les plastiques à usage unique. Donc, on veut aller creuser. C'est vraiment, il y a
tout le monde, comme le disait Madame la Présidente, est invité à déposer des mémoires puis à bonifier les avis. On va organiser des tables rondes pour essayer d'aller solliciter des experts. C'est pas encore déterminé l'ensemble des experts qui vont être présents. Donc, on va faire ça pour aussi aller chercher d'autres avis puis s'assurer de l'obtenir. Donc, tout le monde est vraiment invité à nous donner votre avis. On a un réseau de partenaires élargi, mais comme on le mentionnait, ce qu'on veut faire avec cette consultation, c'est d'aller vraiment au-delà même des partenaires habituels avec lesquels on travaille. Merci beaucoup, Mme Beauchesne. Donc, nous pourrons passer à la prochaine question. Monsieur Philippe Lapointe, je voulais vérifier qu'il était peut-être dans la salle pour lire sa question, mais je ne crois pas. Alors, je vais y aller. Philippe Lapointe représente FTQ Construction et son sujet porte sur les résidus de construction et rénovation. Alors, la question se lit comme suit. La Ville de Montréal a besoin d'une politique de gestion de matières résiduelles de construction. Il faut investir dans la formation professionnelle des travailleurs et travailleuses afin de s'assurer que notre nouvelle construction soit pensée en fonction de l'économie circulaire. Les permis doivent être émis en conséquence et la Ville doit imposer sa vision. L'industrie ne s'autorégulera pas. Alors, je pense qu'on traite justement là, parmi nos travaux une des 5 valeurs sectorielles, construction et tout ce qui en suit, résidus de construction, rénovation. Le sujet de la question est vraiment sur un X de ce qu'on veut traiter durant la consultation. Et je vous cède la parole, si vous le voulez bien. Monsieur Rabouin? J'ai plutôt compris que c'était un commentaire qu'une question. Bien, effectivement, c'est un commentaire, donc on peut le prendre en considération. Oui, puis en fait, même je l'inviterais à étoffer son commentaire. Dans le fond, c'est ça qu'on veut faire avec la construction, avec la consultation, c'est d'avoir du contenu, des propositions pour enrichir notre feuille de route. Donc, je comprends qu'il nous dit qu'on doit modifier notre réglementation, mais si on l'entend bien, c'est un des éléments qu'il faut qu'on analyse. Mais s'il y a d'autres éléments plus approfondis, on est bien ouvert à en savoir plus. C'est très bien dit. Merci beaucoup, M. Rabouin. Puis, on a, je pense, beaucoup d'intérêt au niveau de la commission. Je regarde ma collègue et Mme Sigouin. On en a discuté auparavant des comités de démolition puis des leviers qu'on avait en arrondissement lorsqu'on constate qu'il y a beaucoup de déchets qui s'en vont suite à différents projets. Alors, on a bien hâte d'entendre Philippe Lapointe de la FTQ Construction développer davantage sur ce propos à travers la consultation. On veut en savoir davantage sur tout le secteur de la déconstruction et non de la démolition. Alors, ça, c'est super important. On veut le travailler davantage. Dans l'étude, justement, c'est un secteur qui est peut-être pas encore assez présent à Montréal pour permettre des règlements à grande échelle encore, mais que rapidement pourrait le devenir. Donc, c'est s'assurer aussi d'innover puis que ces maillons-là se mettent en place dans nos boucles. Donc, la prochaine question, cette fois-ci, est non commentaire, je vois bien un point d'interrogation, provient de Barbara Durossel. Et le sujet traite de réemploi. Que faites-vous véritablement pour favoriser le réemploi plutôt que le recyclage? Il me semble que, contrairement à d'autres pays, le Québec est en retard. Les règlements des REP ne semblent pas contraignants et dans toutes les filières, il me semble qu'il y a beaucoup de recyclage plutôt que de réparation et de réemploi. Alors, je vais lancer un élément là, à travers toute la présentation. Il a été bien souligné qu'on travaille avec Recycle Québec en tant que partenaire, puis qu'on tente ici à travers la consultation, à travers la feuille de route, à mobiliser, à créer un leadership à la Ville de Montréal pour possiblement influencer ces décisions-là qui sont au niveau provincial, puis bonifier là, tous les échanges, toute la réflexion autour de cela. Voulez-vous compléter de votre côté? Oui, on peut aller. En fait, on fait certaines choses. On a lancé un appel à projet en économie sociale. Ça peut faire le lien aussi avec la construction, l'intervention précédente. L'appel à projet qu'on a lancé il y a 1 an et quelques en économie sociale visait à développer des projets structurants en économie circulaire. Et il y en a un qui nous a été présenté par Architecture sans frontières, qui est sur la réutilisation justement des matériaux de construction. Là. Donc, la Ville a contribué pour 500 000 $. Puis on en avait un autre avec Renaissance qui était sur les textiles, donc pour éviter de remplir nos sites d'enfouissement avec des matériaux qui pourraient être réutilisés. Donc, on fait ça dans une optique de réemploi.
On a financé, dans le cadre d'un appel à projet pour consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique, on a financé 11 projets avec 2 millions de dollars tout récemment, dont un projet porté par le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal et qui vise à accompagner une douzaine d'entreprises d'économie sociale pour arriver à soutenir des projets, peut-être des nouvelles filiales. La réparation, la réparabilité, c'est un enjeu. Il faut que les objets qu'on achète soient réparables, mais il faut trouver quelqu'un qui répare. Et ce qu'on voit de plus en plus, je vous mettrai au défi, si votre grille-pain brise, puis vous allez le faire réparer, qu'est-ce qu'on fait en général? On va en acheter un autre, ça coûte moins cher. On ne trouvera pas le réparateur, ça coûte trop cher. Donc, si on veut qu'il y ait des initiatives de réparation, bien, il va falloir qu'on joue un rôle différent à la ville. On ne pourra pas juste attendre qu'il y ait des projets qui répondent au marché, parce que le marché ne répond pas à ce type d'initiative-là. Donc, ça nous questionne sur nos façons d'intervenir. Puis il y a d'autres secteurs, dont une promotrice est dans la salle, mais qui ont besoin aussi de soutenir parce qu'ils travaillent en éco-conception. Puis bon, bien, il y a une partie qu'il faut financer ça. Donc, la feuille de route va nous aider aussi à voir nos programmes, pas juste en réglementation, mais c'est quoi le soutien qu'on peut offrir pour démarrer des initiatives qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour les exemples aussi concrets de ce qu'on fait pour favoriser le réemploi plutôt que le recyclage. Puis on revient à l'importance de la réduction à la source dans tout ce qui a été présenté ce soir. C'est exactement pour ça qu'on a une priorité qui cible directement ça. Puis, comme le disait M. Rabouin, ce qu'on veut, c'est vraiment voir avec nos programmes, peut-être que la posture qu'on adopte, ce qu'on finance, comment on ne finance pas, n'est peut-être pas adaptée présentement au secteur du réemploi et de la réparation, parce que souvent, par exemple, c'est des organismes que le gros de leurs dépenses va être en ressources humaines, en frais de locaux, alors que c'est pas ce qu'on subventionne habituellement, etc. Donc, tu sais, il y a plein de choses qu'il faut revoir. C'est pour ça qu'on invite les acteurs de l'économie sociale qui contribuent énormément, comme on le disait déjà, à ces activités-là, mais l'ensemble des acteurs qui font ces activités-là de processus de conservation de la valeur, d'éco-conception, de réduction à la source, à nous dire un peu comment on pourrait mieux les appuyer ou qu'est-ce qui font qu'ils ont de la difficulté parfois peut-être avec ce qu'on leur propose à être soutenus. Merci. À garder bien en tête pour la suite. Alors, on a une dernière intervention qui provient de Maryse Aubin de l'organisme ou du collectif Duel. Le sujet est l'économie circulaire. Et je pense que vous allez conclure avec moi que le commentaire finalise bien notre liste de questions. Ça se lit comme suit. Développer un mouvement bien de chez nous, offrons notre propre définition du monde de demain à travers le design et l'économie circulaire ancrée dans les défis environnementaux qui sont à nos portes. Faisons un plan d'action stratégique et inclusif en offrant à tous une réflexion sur la beauté, en unifiant notre culture à même notre design, en présidant ou présentant des événements qui le célèbrent, à la portée de tous ensemble. Donc, merci Maryse Aubin pour ce commentaire très positif. Je ne sais pas si vous souhaitez y réagir. Bien, c'est sûr que le design, si je prends la balle au bon, je suis aussi responsable du design, c'est toute la question de la conception. Souvent, on arrive en fin de parcours pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les objets se ramassent à l'enfouissement, mais on a mal pensé au départ la conception, le design des objets. Donc, si les matériaux qu'on utilise n'ont pas de durée de vie, bien, c'est sûr qu'après un certain temps, il faut les envoyer à l'enfouissement. Donc, le design, c'est un atout, un acteur, une façon de penser qui est absolument essentielle de les intégrer dans notre conception de l'économie circulaire. Ce commentaire-là fait vraiment écho à l'agenda montréalais 2030 là, pour la qualité puis l'exemplarité en design que le Service du développement économique, entre autres, a développé en collaboration avec l'écosystème. Puis il y a un de mes collègues qui me disait qu'il y a une trousse qualité design Montréal qui va être disponible dans les prochaines semaines, qui va justement inclure des notions de circularité, mais aussi des notions dont mentionnait la dame sur l'inclusion et la culture. Donc, il y a des choses aussi, il y a des outils qui sont en train de se développer pour aider le milieu à mieux saisir les opportunités de circularité. Et un de mes collègues m'a promis que l'année 2023 serait l'année du design circulaire. Donc, j'attends de voir. On préfère promesse tenue. Non, dans notre travail. De nous. Okay. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est M. Ella Oyono, parce que vous aviez levé la main, donc je vous cède la parole. Bon.
Ça sent que je n'ai pas l'habitude d'être dans cette salle. C'est ça, je vais compléter les deux réponses précédentes en disant qu'en plus de la trousse, on va lancer un deuxième appel à projet. Je ne veux pas me tromper sur le nom. C'est développer ensemble une plus forte culture du design. On a lancé un premier appel à projet, on va lancer un second plus tard. L'idée, c'est vraiment de faire appel à des designers, architectes, dans la planification, mais surtout la réalisation, comme M. Rabouin le disait, des projets urbains, parce qu'on pense qu'en faisant appel à ces professionnels-là, on peut non seulement diminuer l'utilisation des ressources, faire des projets plus pérennes, des projets plus flexibles. Donc, les éléments qui sont dans la question de Mme Aubin sont importants et on l'invite là à nous faire des propositions parce qu'elle parle de d'autres projets, d'autres initiatives que la Ville pourrait mettre en place. Merci beaucoup pour l'échange et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de transmettre leurs questions ou commentaires, d'avoir pris le temps de le faire. Puis votre participation à cette assemblée est grandement appréciée et nous interpelle, on le sent, l'énergie est palpable dans la salle. J'invite maintenant justement les membres de la commission qui souhaitent poser leurs questions ou commenter sur ce qu'ils ont entendu à le faire présentement. Donc, Madame Sigouin ou Monsieur Langevin, vice-président, voulez-vous lancer le bal? Non, je vais laisser ma collègue lancer le bal. Madame Flannery. Lancer la balle. Tu vas me la relancer. Exact. Ça va être circulaire. Voilà, c'est ça. Écoute, c'était Mme Beauchesne qui avait mentionné tantôt l'objectif de devenir leader. Montréal devient un leader en économie circulaire. Moi, je voulais savoir un petit peu, vous entendre sur est-ce qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres pays qui ont fait ce genre d'exercice, qui ont une stratégie claire, puis qui ont un plan d'action qui commencent à mettre en place ou qui l'ont fait. Alors, je voulais juste entendre un petit peu sur ça. Merci. Oui, bien, un des leaders mondiaux, c'est vraiment Amsterdam qui lead, on pourrait dire, la circularité au plan mondial. Eux, ils visent à être 100% circulaires. Mais comme je vous disais, je n'ai pas trouvé quel était leur taux de circularité actuel. Il n'y a personne qu'on arrive à le trouver dans les villes, mais ils visent à être 100% circulaires. Donc ça, c'est vraiment une ville qui a travaillé. Ils travaillent sur des chaînes similaires à la nôtre. Le secteur de la construction se retrouve aussi parmi leurs activités. Ils travaillent énormément. Ils travaillent beaucoup la déconstruction. Vancouver aussi travaille plus au niveau de la déconstruction. Ils n'ont pas nécessairement une feuille de route, mais ils travaillent beaucoup au niveau des permis de déconstruction. Paris est un bel exemple aussi. Paris en est déjà à sa deuxième feuille de route. Il y a eu une première feuille de route qui travaillait beaucoup la gestion des matières usuelles, que je pourrais dire, etc. Dans leur vision circulaire, ils ont fait des grands états généraux sur l'économie circulaire. Alors, Paris est un bel exemple. Londres est un bel exemple parce que Londres travaille un peu plus l'économie circulaire comme nous, on veut le faire à Montréal, qui est davantage avec les entreprises. Donc, non, Londres travaille plus à un niveau développement économique. Encore là, on a des chaînes sectorielles similaires. Les textiles à Londres aussi, parce que les textiles, ça va être une des prochaines grandes crises du recyclage, donc il faut vraiment y travailler. Et leurs impacts environnementaux sont énormes, on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment un secteur qu'il faut travailler. Donc ça, on a vraiment ça en commun avec eux. Ça fait partie des autres, je dirais, grandes villes là, qui travaillent, mais il y a plein d'autres villes, on travaille beaucoup. Chaque ville a comme ses particularités. Guelph travaille, on peut s'inspirer de Guelph pour tout leur secteur, tout ce qu'ils font en matière d'économie circulaire, mais pour le secteur alimentaire, par exemple. Oui. Donc, eux, on travaille, mais il y a on travaille aussi avec des chercheurs qui ont étudié un peu la même chose à Montréal, qui ont fait avec le Ivy Business School, qui, oui, travaille avec Guelph, mais travaille aussi avec plusieurs entreprises de Montréal pour étudier les synergies industrielles, etc. Donc, c'est toutes les villes. Chaque ville, je dirais, on peut aller chercher quelque chose. On a répertorié un peu là, tous les plans d'action, puis on a listé un peu les actions. La plupart des actions des grandes villes, je dirais, ça se retrouve beaucoup dans les leviers municipaux au niveau de l'approvisionnement et réglementaire. Donc ça, c'est vraiment comment on peut amener les leviers d'approvisionnement pour vraiment créer des marchés, puis aussi créer des nouveaux débouchés, ou en tout cas créer un intérêt pour que les fournisseurs se transforment. Et il y a tout ce qui est la réglementation, parce que tant qu'il n'y a pas une réglementation, mais on sait que souvent, tant que ça demeure à titre indicatif, bien, ça prend plus de temps pour l'adoption. Donc, ça, on voit déjà à Montréal avec l'adoption du règlement pour les plastiques à usage unique qui va entrer en vigueur le 28 mars, bien, le nombre d'initiatives et de commerces qui se sont mis avec
de la vaisselle réutilisable, etc. On les compte de plus en plus, ça s'accélère à vitesse grand V. On voit vraiment que ça vient faire une différence. C'est un peu ce qu'on souhaite faire avec la feuille de route. Comme je vous disais, au niveau réglementation, on n'a pas regardé parce que parfois, ce n'est pas toujours la réglementation. Parfois, la réglementation, ce n'est pas nécessairement pour interdire une pratique, mais c'est pour aller aussi collecter de la donnée. Parce que quand on n'a pas la donnée, on ne peut pas mesurer ou on ne peut pas agir sur ce qu'on ne connaît pas. Puis souvent, des règlements vont viser davantage la collecte aussi de certaines données pour nous permettre après d'aller retravailler. Si on regarde le système alimentaire à Montréal, nous, même si d'autres villes l'abordent, on ne l'aborde pas de la même façon parce que nous, par exemple, tout ce qui est le secteur de la transformation, etc., ils font quand même déjà une belle gestion des matières résiduelles qui vont beaucoup en valorisation au compost, mais surtout aussi en nourriture animale pour la majorité des résidus. Mais nous, ce qu'il faut travailler, c'est l'upcycling. Il faut travailler à garder ça dans l'alimentation humaine, par exemple. Donc, on a chacun c'est pour ça qu'on a fait un état de la circularité pour vraiment mieux comprendre notre secteur ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille en collaboration avec les autres villes. On a fait partie, entre autres, au niveau canadien de villes et régions circulaires, où est-ce que c'est un réseau de villes qui veulent travailler ensemble sur la circularité et on s'échange ensemble différents travaux ou études qu'on pourrait travailler. On travaille aussi avec des organismes internationaux pour aller s'inspirer des meilleures pratiques qui se font ailleurs, puis essayer d'intégrer ça dans un contexte réglementaire et de compétences montréalais. Merci, M. Langevin. Moi, c'est une question au niveau d'une des orientations qui se trouve à être l'exemplarité. Oui. Montréal, comme vous l'avez dit dans votre présentation, fait plus de 3 milliards de dépenses. Et je pense qu'on peut s'entendre que c'est une première source à creuser, à analyser. Puis aussi, on a un contexte particulier, 19 arrondissements, on a un contexte d'agglomération. Donc, chacune des unités d'affaires par arrondissement, mais par ville, ont un peu leur capacité de prendre cette décision de quel type de dépenses. Au niveau des règlements de fonctionnement de la ville, au-delà des règlements, de la réglementation, au niveau du fonctionnement sur le plan administratif, est-ce que ça va être évalué? Est-ce que c'est quelque chose qui est une orientation qui va être évaluée comme étant nous-mêmes dans ce désir de changement-là, de changement de culture sur le type de dépenses qu'on peut faire, le type d'achat qu'on peut faire, mais c'est ça, d'achat de dépenses. Est-ce qu'il y a un modus operandi au niveau des fonctionnaires qui va être implanté? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une réflexion autour de ça? Je vais parler pour mes collègues, parce que c'est le service de l'approvisionnement. Le service de l'approvisionnement mène présentement un comité sur la circularité. Ils ont plusieurs comités avec le nouvel énoncé d'achat local et responsable qu'ils ont mis en place. Ils ont aussi mis en place un comité sur la circularité sur lequel on travaille à intégrer davantage la circularité dans des achats. Il y a certains types d'achats qui ont été ciblés en premier parce qu'on ne peut pas tout attaquer de front. Et dans nos secteurs qui font partie notamment des chaînes de valeur prioritaires. Puis, on travaille sur des projets et sur des encadrements. Il y a un plan d'action qui devrait être rendu public, je pense, sous peu, justement avec des actions précises de qu'est-ce qu'on va faire en matière d'intégration de la circularité dans des approvisionnements. Ça se travaille vraiment. On est vraiment quand même de plus en plus avancé. Puis, je dirais qu'il va y avoir des beaux projets, là, puis ça va commencer à se mettre en ordre. Mais plus que l'approvisionnement au niveau de l'exemplarité, il faut aussi développer, comme on le parlait, le réflexe circulaire. On donne beaucoup, par exemple, de subventions pour... au niveau de la culture, à plein de niveaux, pour plein d'événements, mais il faudrait peut-être impliquer, par exemple, demander à ces organismes-là qui utilisent du réemploi, si on vous donne de l'argent, mais on veut que ça réponde aussi à nos objectifs en tant que ville. Donc ça, c'est le genre de mesure. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, comment? On ne peut pas le mettre en place si, par contre, le secteur, comme je disais, n'est pas prêt. Parce qu'on ne peut pas exiger à une entreprise d'utiliser un certain pourcentage de réemploi, par exemple, pour avoir ça, quand il ne peut pas l'obtenir, que ce n'est pas disponible, qu'il n'y a pas d'organisation, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut travailler. Quand on parle de travailler l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est parce qu'on ne peut pas exiger si on n'est pas capable si l'entreprise, on la met dans une posture où est-ce qu'elle va être mal prise. Fait qu'il faut travailler à fortifier ces maillons-là pour pouvoir après, nous, en tant qu'exemplarité, venir créer cette demande-là, puis
ces exigences-là avec notre argent, pour que, comme quand on disait, notre argent serve à faire une pierre deux coups, mais c'est un peu ça qu'on souhaite faire. Nous, c'est sûr que là, c'est au développement économique, donc on veut commencer par l'intégrer dans les différents programmes du service du développement économique. Je travaille beaucoup avec mes collègues dans leurs activités, comme on disait, dans l'économie sociale, ceux qui s'occupent plus d'économie sociale, ceux qui s'occupent plus au niveau du développement des territoires, etc. Je travaille avec eux pour que dans leur programme, on puisse intégrer la circularité. Fait qu'on commence comme ça, puis on va évoluer au fur et à mesure de ces pratiques-là. Merci, Mme Beauchesne. Alors, j'inviterai d'autres collègues commissaires. Mme Sigouin. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très touffu, mais votre commentaire était juste. C'est ambitieux, mais nécessaire qu'on travaille à ça. Pour faire du pouce sur la question de ma collègue tout à l'heure qui est revenue sur le taux de circularité exemplaire là, des Pays-Bas, vous avez parlé du domaine de la construction qui a contribué. Est-ce que vous connaissez d'autres facteurs, d'autres principaux facteurs qui les amènent à avoir un si bon taux de circularité? La différence, c'est beaucoup l'économie aussi. Nous, on est une économie qui extrait beaucoup de ressources, qui consomme beaucoup de ressources. Si les taux de circularité mondiaux sont en baisse, c'est qu'on consomme beaucoup de ressources, on consomme plus de ressources maintenant. Je pense qu'il y avait une statistique qui disait, là, puis là je me trompe peut-être, il faudrait qu'on valide, mais que dans les 6 dernières années, là, où est-ce qu'on commence à publier là, justement l'indice de circularité mondiale, on a consommé autant de ressources qu'au 20e siècle. Donc, on voit qu'il y a une consommation énorme des ressources. C'est pour ça aussi que c'est cette économie-là, c'est ça aussi qui explique le faible taux au Québec. Donc, c'est sûr que, puis on est une économie aussi qui dépend beaucoup aussi des importations. Donc, tout ça c'est tous des facteurs qu'il faut travailler qui versus d'autres types d'économies qui sont différentes. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas, mettons, un meilleur taux de recyclage, etc. Comme je dis, c'est vraiment une formation, mais on le sortait récemment. Il y avait avec Recycle Québec qui sortait son bilan de gestion des matières résiduelles. Le secteur de la construction, c'est un secteur qui en consomme énormément. Et il faut commencer à vraiment s'y attarder, ça, mais aussi, il faut voir notre ville comme une mine urbaine. Comme notre ville, c'est vraiment les prochaines mines, c'est là qu'on a plein de matériaux qu'on pourrait, comme on dit, réemployer, réutiliser, etc., au lieu d'en utiliser, d'en extraire des nouveaux. Et c'est ça qui va nous amener à un meilleur taux de circularité. On ne l'a pas pour l'instant pour Montréal. On veut se doter d'un taux de circularité aussi pour pouvoir mesurer ces progrès-là. On va le voir un peu davantage, voir nous où est-ce qu'on se situe. Mais effectivement, c'est une question aussi d'économie et de type de comment notre économie est faite, nous ici, où est-ce qu'on consomme énormément au Québec de ressources. D'accord. Dans votre réponse aussi, vous avez parlé de Londres qu'on peut citer là, pour ces initiatives, mais c'est à espérer parce que récemment, je regardais un documentaire sur la fast fashion et Londres est pas à citer en exemple à ce niveau-là. Là, donc, tant mieux s'ils essaient de renverser la vapeur par les initiatives que vous mentionniez. Puis pour revenir sur ce que ma collègue Mme Monroe disait tout à l'heure, effectivement, dans le Sud-Ouest, on a dans notre... c'est pas force, ça fait pas force de règlement, mais quand on accorde des permis de démolition, dans les conditions, dans la résolution, on oblige, c'est une condition pour que le bâtiment en question soit démantelé et que le requérant nous soumette un plan de réutilisation des matériaux. Mais ça, c'est bien, ça sensibilise, ça fait aller les choses dans le bon sens, mais après ça, on n'a pas les ressources pour contrôler, à savoir si c'est effectivement fait au bout de la chaîne. Puis il semble y avoir, dans votre présentation, vous parliez de lacunes ou de maillons faibles, il semble y avoir des choses à faire de ce côté-là aussi. Il y a aussi question, dans le document quelque part, là, d'augmenter la durée de vie des bâtiments. Puis là-dessus, effectivement, je pense que c'est un secteur là, d'action qui serait très important. Puis
On a à Montréal, vous l'avez dit, beaucoup de connaissances au niveau académique et on en a aussi, bon, ça c'est à l'échelle du Québec, là, on a le Conseil des métiers d'art du Québec qui a sa filière en métiers de l'architecture et du patrimoine. On a des gens qui se spécialisent dans les métiers pour restaurer, préserver les bâtiments. Bon, là, c'est d'intérêt patrimonial, mais d'aller davantage dans le sens de prolonger la durée de vie des bâtiments. Je pense que c'est vraiment un secteur important à explorer. Et puis, je terminerai avec un commentaire pour saluer la mémoire d'un citoyen du Sud-Ouest, M. Gérald Guimont, qui est le co-fondateur de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, mais qui, toute sa vie, s'est fait un défenseur voulait lutter contre l'obsolescence programmée et il avait créé cette idée de café réparation dans le Sud-Ouest et on l'a réalisé de façon ponctuelle, puis à un moment donné, c'était plus mobile qu'autre chose parce qu'il ne trouvait pas de lieu. Fait que souvent, les freins, c'est le manque d'espace pour pouvoir offrir ce genre de service-là. Donc, ça va dans le sens peut-être des besoins là, qui seront à explorer. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Sigouin, pour l'exemple issu de votre expérience en arrondissement, ainsi que vos connaissances en patrimoine. Puis, je vais céder maintenant la parole à Madame Gentile, en fait. Bonsoir. Merci pour la présentation. Très intéressant. Les questions. Comme il avait dit M. Duval ici, M. Philippe, la question de M. Lapointe. Oui, il faut impliquer plus du monde. Les chambres de commerce, le public. Peut-être qu'il faut faire un peu plus pour attirer ces gens durant les consultations, soit par journaux locaux, radio, vraiment là, plus de monde impliqué, on va avoir plus de succès. Les entreprises, c'est très important qu'ils participent, ça c'est excellent. Et aussi, les gouvernements, chaque niveau, c'est important aussi de donner un bon exemple. Premièrement, d'acheter local. C'est numéro 1, c'est à nous de donner l'exemple. Et dans le secteur de la construction, on a beaucoup de travail à faire encore. À éduquer le monde, à les encourager, comme vous avez dit, subventions. Moi, j'ai lu et je suis informée aussi, l'Allemagne est très avancée là-dessus. Ils sont obligés de faire quelque chose avec leurs déchets. On a beaucoup de travail à faire aussi concernant la gérance de nos déchets. Mais il existe des solutions. Il y a plusieurs compagnies qui nous approchent, puis justement, il faut parler avec eux parce que ailleurs, au Mexique aussi, ils transforment leurs déchets solides municipaux. Donc, on peut apprendre par ça. On peut les écouter au moins s'ils participent à les consultations. Alors, plus de monde impliqué, mieux que c'est pour Montréal. Même si nos voisins sont des Américains, c'est correct. On va commencer ici. C'est ici local qu'on va commencer, puis on va arriver en communiquant. C'est juste ça, je l'ai ajouté. Travaillons ensemble pour arriver à la meilleure solution pour notre Montréal. Merci. Merci, Madame Gentile, pour votre discours rassembleur. Vouliez-vous réagir de votre côté? Bien, c'est exactement ça. Il faut travailler ensemble. Quand vous parlez de plusieurs secteurs, il y a déjà beaucoup d'entreprises montréalaises et québécoises qui innovent. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que outre les associations ou les grappes industrielles ou etc. avec lesquelles on travaille, il y a aussi des entreprises qui deviennent des leaders dans leur secteur et qui vont plus loin. On pense à la compagnie, par exemple, Briques Recyc, qui réutilise les briques, donc qui permet de prolonger la durée de vie, justement, des bâtiments en réutilisant les mêmes briques, qui ont inventé une nouvelle, la maçonnerie Gratton, donc qui ont inventé cette machine-là, Briques Recyc, et qui a fait cette compagnie-là. Mais il y a plein d'autres, puis qui devient un leader dans son domaine. De plus en plus, dans les différents congrès, on fait des congrès qui ne sont que sur l'économie circulaire. Fait qu'un secteur en particulier, le prochain congrès, par exemple, du bâtiment durable, va être sur la construction circulaire. Donc, de plus en plus, on voit que les gens de métier, ils s'intéressent à ça puis ils veulent aller vers ça. Je vais ajouter l'Association de maçonnerie du Québec. Est-ce qu'on travaille ensemble avec eux? Est-ce que justement c'est très important de les sensibiliser? Oui, je sais, tout le monde est occupé, ils sont des entrepreneurs, mais c'est vraiment les impliquer parce que la construction, c'est très important ici.
Oui, en fait, je veux rebondir là-dessus parce que c'est ça notre message, hein, qu'on veut. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Gentile. On invite les gens à participer parce que c'est là qu'on va être capable d'identifier les éléments manquants dans notre feuille de route et des propositions auxquelles on n'a peut-être pas pensé ou qu'il faudrait bonifier. Puis les personnes les mieux placées, c'est celles qui étudient le domaine, mais c'est celles qui le font aussi. Maçonnerie Graton, qui est sur le territoire de Mme Monroe, qui connaît très bien, est une entreprise qui est capable de nous nommer des enjeux. On veut qu'ils viennent nous dire et vous dire à la commission, c'est quoi les enjeux qu'ils ont pour être capables de changer d'échelle? Parce que là, ils ont conçu une machine, ils peuvent faire des notes, mais comment on peut faire pour la brique? Hein? Parce que eux, ils ont développé ce qu'on fait à Montréal, là, c'est qu'on défait un mur de briques, on l'envoie à l'enfouissement, on commande la nouvelle brique des États-Unis. C'est comme ça que ça marche. Ça coûte pas cher. Donc, comment on fait pour changer ce système-là? Eux sont capables de démonter, nettoyer, mais ils aimaient tout, la brique, en attendant. Donc, ils vont être capables de nous dire, bien, lui, on le sait, il a besoin d'un local. Mais dans d'autres cas, réparabilité, c'est la même chose. En tout cas, la question des locaux, je pense qu'elle va revenir souvent. Et nous, on va pouvoir se questionner, la Ville, dans l'utilisation de nos propres locaux ou dans nos propres programmes, comment on est capable de mettre nos actifs, puis ils ne sont pas tous utilisés, nos locaux, comment on est capable de combler des besoins. C'est pour ça que c'est vraiment important, puis c'est l'occasion maintenant, parce que la feuille de route, on va l'élaborer, après, on va l'avoir, le plan. C'est l'occasion maintenant de venir nous faire part des propositions pour qu'on les inclue dans la feuille de route, qu'elles soient dans notre plan de match, puis qu'on ait le meilleur plan d'action et les meilleurs outils pour qu'on devienne une ville leader en Amérique du Nord, parce que c'est ça notre ambition. Hein. On veut être les meilleurs en Amérique du Nord en économie circulaire. Madame Sigouin, vous voulez répondre? Oui, un petit élément rapide. On a eu une consultation publique aussi sur les locaux vacants à Montréal. Peut-être que là, il y a des opportunités aussi avec Art Souterrain. On a un partenariat pour l'art, pour les artistes, mais peut-être qu'on pourrait retrouver éventuellement des cafés réparation dans ces locaux-là pour 3 mois, 6 mois, le temps que ça passe à un autre usage. Alors. Monsieur Langevin souhaite aussi rebondir. Oui, en fait, je voudrais peut-être mettre une couche de plus à ma question sur la question de l'approvisionnement. On est à la Ville de Montréal sous les lois québécoises de 3 soumissionnaires. Des fois, on doit faire des acquisitions, des achats. Et dans ces achats-là, il n'y a peut-être pas nécessairement une logique d'économie circulaire. Ma question tantôt, c'était vraiment de savoir, est-ce que la Ville va se doter sur le plan administratif au-delà de juste une culture d'organisation, de règlement, de savoir entre, mettons, on s'achète une flotte de remorques pour nos travaux publics et on a 2 options. On a celle qui vient de matériaux recyclés, qui a un isolant fait à matière de bouteilles de plastique recyclées versus une remorque qui vient des États-Unis, qui est flambant neuf, puis qui vient d'un montage qui finalement ne l'est pas. Est-ce que la Ville va se doter de règlements qui vont nous faire en sorte qu'on ne sera pas dans une logique de plus bas soumissionnaire, mais de sélectionner ce type de dépenses-là qui serait davantage dans une logique d'économie circulaire? Il y a des encadrements qui vont découler, là, comme je disais, du plan d'achat local et responsable dont la circularité fait partie. Il y a des encadrements qui viennent, mais ce qu'il faut aussi travailler beaucoup, c'est les clauses du devis. Parce que ce qui nous permet après, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Donc, il faut travailler qu'est-ce qu'on demande dans notre devis puis qu'est-ce qu'on exige. Donc, pour ça, il faut s'assurer qu'il y a plus qu'une entreprise qui peut l'offrir aussi. Donc, ça, on est en train de travailler. On travaille beaucoup pour ça. Le service de l'approvisionnement travaille beaucoup avec l'ECPAR, qui est l'espace de concertation sur l'approvisionnement responsable. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour ces clauses-là, mais l'ECPAR rassemble aussi beaucoup d'autres, comme on le disait, instituts publics, etc. Donc, en joignant nos forces dans l'approvisionnement, puis en créant ce marché-là, on s'assure qu'il y a plusieurs, justement, soumissionnaires qui vont pouvoir venir. Fait que oui, il va y avoir ça éventuellement. Je ne veux pas parler pour mes collègues du service de l'approvisionnement, là, je me sens c'est un peu délicat, mais oui, ils sont en train de travailler sur différents projets, puis ça va venir éventuellement ça va décaler. Mais il y a une équipe vraiment maintenant qui est responsable de ce volet-là et qui est en train de développer toute une expertise. Et ça s'inscrit en continuité avec ce qu'on a déjà fait il y a 1 an et demi peut-être, là, qui est l'énoncé, la politique d'achat locale et responsable, où on a déjà des éléments. Donc là, on va aller
une coche de plus en incluant l'économie circulaire qui rentre dans une politique d'achat responsable. Merci beaucoup. Alors, je jette un coup d'œil à mes autres collègues commissaires. On pourrait en discuter très longtemps parce qu'on a beaucoup de points à aborder. Ça va être un vaste chantier. Madame Beauchesne, vouliez-vous rajouter quelque chose? Bien, je voulais juste peut-être noter pour les gens qui se demandent vraiment qu'est-ce qu'on fait plus concrètement. À la fin du document, on a mis un annexe en lien avec les actions d'économie circulaire qui sont prévues des autres plans. Puis il y a beaucoup d'actions en lien avec l'approvisionnement responsable. Fait qu'on peut voir plus concrètement des actions qu'on s'apprête à mettre en œuvre. Donc, je pourrais inviter les gens à aller voir ça si c'est un sujet qui les intéresse particulièrement. Absolument. Je renforce votre point. Cette annexe est très intéressante parce qu'on sent qu'il y a du concret aussi. Je vois que dans la salle, peut-être des questions qui sont levées, mais je vais m'assurer de faire le point avec vous pour les prendre parce qu'il faut respecter l'ordre du jour qui est maintenant épuisé. En fait, donc avant de lever la séance, s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de mes collègues, je veux remercier à nouveau toutes les personnes qui ont contribué à la bonne démarche de cette Assemblée, c'est-à-dire le personnel de la Ville et du Service du développement économique, le personnel assurant le soutien technique et logistique, l'élu responsable. Merci beaucoup, M. Rabouin, d'avoir pris le temps d'être avec nous durant la soirée, et mes collègues commissaires aussi. Un grand merci à vous toutes et tous participants aussi d'être venus ce soir ou ceux qui ont posé leurs questions en ligne. Je vous rappelle que le document de consultation qui a été présenté aujourd'hui est disponible sur la page consacrée à la consultation Réalisons Montréal ou Making Montreal sur le site web aussi des commissions permanentes. Je vous invite et vous encourage à nous faire part de votre opinion sur ce projet par les différents moyens à votre disposition et nous sommes à votre écoute pour la suite des choses. Au plaisir de vous lire et de vous entendre dans ces prochains mois. Je déclare la séance levée et je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de soirée.